Ce fut bref, à peine le temps de boire un café, mais en 6 petites minutes, le cours des rapports de force entre Moscou et l'Occident bascula. Pendant des années, Vladimir Poutine avait affûté ses menaces comme des lames les brandissant contre Paris et ses ambitions à l'Est. Ce jour-là, il termina son discours de plomb face à Sébastien Lecornu, un rictus de glace figé sur le visage certain d'assister une fois de plus à la reddition diplomatique d'un dirigeant européen. Mais à la surprise générale, le chef du gouvernement français se leva, planta son regard et lâcha une phrase qui coupa net le souffle du camp russe. Ce ne fut pas un simple affrontement verbal. C'était un coup de théâtre. La France, cette fois, refusait de plier devant le tsar du XXIe siècle. Pour saisir l'onde de choc de cet instant, il faut remonter 4 jours plus tôt dans les couloirs feutrés mais tendus de l'Élysée, là où Lecornu, en pleine tempête nationale, prit une décision qui allait faire trembler jusqu'aux piliers du pouvoir poutinien. 1er septembre 2025, 22h15. Un silence oppressant régnait dans le bureau du Premier ministre, baigné d'une lueur blafarde. Dehors, la capitale vibrait encore des secousses des marches bleues vitrines, explosées, alarmes hurlantes, rues en déroute. Paris semblait à bout de souffle, et au cœur de cette nuit chaotique, Sébastien Lecornu seul épluchait une pile de documents classifiés qui ne cessaient de croître minute après minute. Note de la DGSE, alerte militaire, télégramme brûlant venu de Varsovie. Tous pointaient vers une même conclusion glaçante, la Pologne était au bord de l'abîme. C'est alors que le téléphone crypté vibra. À l'autre bout du fil, Andrzej Duda depuis Varsovie, la voix tremblante à peine contenue. « Sébastien, on observe des déplacements militaires russes sans précédent à la frontière biélorusse. Nos renseignements parlent d'un coup monté dans moins de 62 heures. L'OTAN fait du surplace. Berlin hésite, Washington a la tête ailleurs. Il ne nous reste que vous. La France est notre dernier rempart. Le 1er septembre 2025 à 22h15, dans l'ombre pâle d'un plafonnier vacillant, le bureau du Premier ministre semblait coupé du monde. Pourtant, à l'extérieur, Paris grondait. Les marches bleues venaient de secouer les boulevards vitrines, éventrées sirènes stridentes, chaos urbain à chaque carrefour. Le pays vacillait sur le fil du rasoir. À l'intérieur, Sébastien Lecornu seul, face à une marée de documents classés, urgence absolue, parcourait des rapports à la lueur d'une lampe fatiguée, des synthèses de la DGSE, des notes tactiques, des transmissions codées venues de Pologne, toutes dessinaient un même scénario, une menace imminente, tapis à l'est prête à frapper. Varsovie sonnait l'alerte, et soudain le téléphone sécurisé vibra. Une sonnerie brève, un nom connu. Le président polonais Duda, en ligne directe depuis Varsovie. Sa voix rugueuse portait le poids d'une panique contenue par un fil. Sébastien, la Russie déploie des forces inédites près du Bélarus. Nos analystes prévoient un incident orchestré sous 62 heures. L'OTAN tergiverse, l'Allemagne se défile, les Américains absorbés par leurs drames internes regardent ailleurs. Vous êtes notre seule option. La France est le dernier mur qui tienne encore. Les heures qui suivirent furent un tourbillon. Sans perdre une seconde, Lecornu fit venir autour de lui son cercle le plus restreint. Non pas pour renforcer des défenses ou rédiger un communiqué prudent, mais pour lancer ce qu'il qualifia lui-même d'attaque diplomatique totale. « Je veux un inventaire complet des failles de Poutine », lança-t-il à son directeur de cabinet. « Ses erreurs sur le terrain, les fissures politiques, les tensions internes, tout. Je veux le comprendre mieux qu'il ne se comprend. » Pendant 3 jours, son équipe disséqua méthodiquement chaque bribe d'information, surgit des interceptions du FSB, éplucha les rapports de nos agents infiltrés en Russie, traqua le moindre signe de fragilité dans l'édifice du kremlinisme. Puis, le 3 septembre, le couperet tomba. Sur un téléphone crypté, un haut gradé du renseignement français appela en urgence. « Monsieur le Premier ministre, dit-il d'une voix grave, nous venons de capter un échange direct entre Moscou et Minsk. Poutine prépare une mise en scène à la frontière polono-biélorusse pour justifier une soi-disant opération de protection. Exactement le remake du scénario ukrainien. Un frisson glacial traversa Lecornu. Le décor lui était tragiquement familier, un scénario déjà écrit, une répétition sinistre de l'histoire.
Sauf que cette fois, le rideau pouvait tomber sur l'OTAN elle-même. Cette nuit-là, pas une minute de sommeil. Le Premier ministre marchait sans fin dans son bureau, plongé dans l'obscurité rongé par une rage silencieuse et une détermination farouche. Il repensait à tous ces Européens bercés d'illusions, convaincus que l'ambition de Poutine s'arrêtait aux frontières ukrainiennes. À ce vieux continent qui avait autrefois façonné les Lumières, les droits humains et la civilisation, et qui aujourd'hui se laissait grignoter par un autocrate obsédé par les fantômes de l'URSS. Mais c'est surtout à la France qu'il pensait, cette France écartelée, secouée par la crise, et que Moscou croyait trop épuisée pour relever la tête. À l'aube du 4 septembre, il convoqua en urgence le Conseil de défense. À ses côtés, ses piliers Darmanin, Colonna, Le Maire. La tension était palpable, l'air chargé d'électricité. Lecornu prit la parole, le ton posé mais le regard tranchant. « Mes chers collègues, dans moins d'une journée, je vais affronter Vladimir Poutine. Pas à huis clos, pas en secret. Je vais lui répondre à la face de l'Europe au nom de nos valeurs. Et cette fois, ce ne sera pas un murmure diplomatique. Ce sera une déclaration de guerre morale. » Ces mots tombèrent comme une lame dans la pièce. Plus un souffle. L'Assemblée resta figée comme si le temps lui-même avait suspendu son jugement. Catherine Colonna fut la première à sortir de la stupeur. « Sébastien, vous réalisez ce que cela implique ? Poutine peut couper nos approvisionnements en gaz. Il peut paralyser nos réseaux. Il peut... » Mais Lecornu leva calmement la main, tranchant son inquiétude sans hausser la voix. « Il peut quoi, Catherine ? Nous rayer de la carte ? Appuyer sur un bouton qu'il agite déjà depuis des années ? À ce stade, qu'a-t-il encore à nous arracher ? La France a touché le fond. Il ne reste qu'un seul choix quand on n'a plus rien à perdre, relever la tête et se battre. » Bruno, le maire d'ordinaire si mesuré, pâlit comme un fantôme. « Sébastien, enfin, la diplomatie n'est pas un champ de bataille. On ne provoque pas un ours quand sa propre maison est en feu. » Mais Lecornu planta son regard dans le sien et sa voix devint tranchante comme une lame froide. « Bruno, notre parole a cessé d'avoir du poids. Le jour où la peur a remplacé nos principes. Ce jour-là, la diplomatie française est morte. Il est temps de la ramener à la vie. » À l'aube du 5 septembre, Sébastien Lecornu embarqua pour Bruxelles en route vers le sommet européen. Durant tout le vol, il garda un silence inhabituel. Là où ses conseillers pensaient le voir réciter ses notes, ajuster ses formules, fignoler sa rhétorique, ils ne virent qu'un homme absorbé par les nuages, le regard perdu dans l'altitude. Ce qu'ils ne pouvaient deviner, c'est que sous ce calme apparent, quelque chose basculait. Lecornu n'était plus ce chef de gouvernement assiégé. Il était en train de muer, de se métamorphoser. D'un dirigeant sous pression, il devenait une voix capable de faire trembler les murs de l'Europe. À l'atterrissage, le tarmac bouillonnait d'agitation. Les micros se dressaient comme des lances. Les journalistes français surexcités lui tombaient dessus à peine descendu de l'avion. « Monsieur Lecornu, que comptez-vous faire face à la crise des blocos ? Allez-vous remettre votre mandat ? La France n'est-elle pas trop occupée à s'effondrer pour prétendre guider l'Europe ? » Aucune réponse, pas un mot, juste un sourire. Celui qu'on affiche quand on sait que dans quelques heures, ceux qui posaient les questions n'auront plus rien à dire. La réunion s'ouvrit sur le thème brûlant de la sécurité du continent. Un terrain parfait pour Lecornu qui n'attendait que ce moment. Autour de la table ovale, les 27 dirigeants européens échangeaient des banalités feutrées, chacun pesant ses mots, comme s'il s'adressait à un vase de porcelaine. Scholz prônait le dialogue constructif avec Moscou, pendant que Macron, encore sonné par sa récente claque électorale, appelait à la retenue. Tout le monde semblait prêt à éviter le sujet principal, la peur de contrarier le Kremlin. Puis, sans prévenir le coup de théâtre, un assistant entra en trombe, s'approcha de Charles Michel et lui souffla quelque chose à l'oreille. Le président du Conseil européen blêmit instantanément comme si on venait de lui annoncer une déclaration de guerre. « Mesdames et messieurs, dit-il d'un ton raide, nous venons de recevoir un message officiel du Kremlin. Le président Poutine souhaite s'adresser en direct à notre Assemblée via vidéoconférence. Il évoque une situation d'urgence à l'Est. La température dans la pièce chuta d'un coup. Un frisson parcourut les colonnes de marbre. Le loup voulait entrer dans la bergerie.
Jamais auparavant, Poutine n'avait tenté une telle manœuvre, demander à s'adresser en direct au chef d'État européen. Ce n'était pas un simple caprice diplomatique, c'était soit un coup de poker risqué, soit le prélude d'une provocation d'envergure. Le silence s'installa. Charles Michel balaya lentement la salle du regard, l'air aussi tendu qu'un funambule sur fil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les yeux se tournèrent naturellement vers les poids lourds. Scholz fronça les sourcils. Macron haussa les épaules. Mélanie resta impassible. Mais contre toute attente, ce fut Lecornu qui brisa le silence. Sa voix calme mais tranchante coupa net l'indécision. « On accepte, dit-il. Il est grand temps de voir ce que M. Poutine a vraiment dans le ventre. » 20 minutes après l'annonce, l'écran mural s'alluma dans un éclair blanc. Et là, comme sorti d'un décor de propagande millimétrée, apparut Vladimir Poutine figé dans son trône du Kremlin. L'arrière-plan tout droit sorti d'un manuel d'autocratie drapeau tricolore, russe bien plié, portraits impériaux soigneusement disposés, mise en scène calibrée au millimètre. En face, dans une Europe au visage fatigué, les dirigeants démocratiques. Le contraste était presque comique s'il n'avait pas été si glaçant. « Dirigeant de l'Union européenne », lança-t-il d'une voix d'un calme glaçant parfaitement contrôlé, mais visiblement chargé de menaces, certains d'entre vous, hélas, s'engagent sur un chemin d'hostilité manifeste à l'encontre de la Fédération de Russie. Il fixait la caméra comme s'il lisait dans les pensées de chacun des chefs d'État. Nous avons repéré des déploiements militaires suspects à proximité de nos frontières. Votre presse adopte un ton toujours plus belliqueux. Vos gouvernements multiplient les initiatives politiques aux conséquences dangereuses pour la stabilité de notre continent. Il s'interrompit un instant. Une pause théâtrale typiquement poutinienne. La Russie a toujours été une nation de dialogue, dit-il en reprenant la main sur la table. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Nous ne reculerons pas face aux provocations, et encore moins lorsqu'elles menacent directement notre sécurité nationale. Chaque phrase était une lame soigneusement affûtée. Poutine n'improvisait rien, il visait. Lentement, son regard balaya la salle, s'attardant sur les visages fermés, tendus, crispés, jusqu'à s'arrêter sur un seul, Lecornu, cible verrouillée. « Il nous inquiète particulièrement ce ton qui monte depuis Paris, dit-il d'un air faussement désolé. Un ton qui semble oublier que la Maison France est en feu. » Puis il frappa. « Monsieur Lecornu, poursuivit-il en fixant l'objectif, comme s'il pouvait transpercer l'écran, votre pays est en train de brûler. Votre économie s'effondre comme un château de cartes. Votre peuple hurle sa colère dans les rues. Et pendant ce temps-là, vous donnez des leçons. Vraiment ? Ne serait-il pas plus judicieux de remettre de l'ordre chez vous avant de prétendre éclairer le monde ? Après tous 2 siècles d'expérience, séparent certains d'entre nous. Vous n'en êtes qu'aux révisions. L'attaque était frontale, personnelle, méprisante. Le genre de pique qu'on lance quand on veut humilier, pas dialoguer. Le silence qui suivit aurait pu briser du verre. Une chape de plomb s'abattit sur la salle. L'humiliation était totale, gratuite, méthodique. Lecornu venait de se faire gifler en direct par le Kremlin et l'Europe figée assistait au spectacle. Poutine lui continua comme si de rien n'était, d'une voix toujours aussi posée, mais dont la froideur glaçait jusqu'aux colonnes de la salle. « La Russie ne cherche pas la guerre, déclara-t-il. Mais elle n'y renoncera pas si on tente de l'y entraîner. Ce que nous protégeons à l'Est n'est pas négociable. Et croyez-moi, nous avons les moyens d'y veiller. » Il s'interrompit, laissa planer le silence comme une ombre, puis reprit « J'ose espérer que l'Europe saura se montrer digne de son passé, qu'elle saura faire preuve de cette sagesse qu'elle prétend incarner. » Puis vint la formule finale, tranchante comme une lame de glace. « 2 chemins sont devant vous, la main tendue ou le poing fermé, la prospérité partagée ou l'isolement dans l'orgueil. À vous de choisir. Sagement. » Et sans attendre la moindre réaction, l'écran s'éteignit, brutalement. Le maître du Kremlin venait de refermer le rideau sur une démonstration de force et d'infliger à la France une humiliation qui elle resterait allumée dans toutes les mémoires. Et puis l'impensable. Là où tous s'attendaient au silence gêné des diplomates, une silhouette se leva, lentement, sans demander la parole, sans chercher l'accord du président de séance.
Le cornu droit comme un roc posa ses 2 mains sur la table, fixa l'écran noir avec une intensité telle que l'air lui-même sembla se contracter. « Monsieur Poutine, déclara-t-il d'une voix calme mais coupante comme du verre, puisque vous avez choisi de tourner les talons, alors permettez que je vous réponde même en votre absence. » Un frisson parcourut la salle. Charles Michel tenta timidement de reprendre la main Sébastien. Peut-être qu'il vaudrait mieux. Mais le cornu ne laissa pas la phrase s'achever. Il leva une main nette, ferme. « Non, Charles, il y a des silences qui font de nous des complices. Celui-là a trop duré. » Il se retourna, balayant l'assemblée d'un regard sûr. Sa voix portée par les micros ricochait déjà sur les murs, captée par toutes les caméras, par tous les traducteurs, par tous les rédacteurs en chef du monde entier. Il savait exactement ce qu'il faisait. « Chers collègues européens, lança-t-il sans trembler, ce que nous venons d'entendre n'était rien d'autre qu'un sketch bien rodé. Un numéro que Vladimir Poutine joue depuis un quart de siècle, faire passer la menace pour une offre de dialogue. » Il fit une pause sciemment. L'écho de ses mots s'installait dans chaque esprit. Il me reproche de parler d'Europe alors que la France traverse une tempête. Eh bien, laissez-moi lui rafraîchir un peu la mémoire avec quelques vérités simples. La voix de Lecornu gagna en tranchant. Elle n'était plus là pour convaincre, elle venait frapper, qui a pénétré en Géorgie sans invitation, qui a arraché la Crimée en 2014, qui a déchaîné une guerre totale contre l'Ukraine en 2022, qui infiltre l'Afrique, manipule nos urnes et liquide ses opposants à Londres, Berlin ou Paris. Chaque question tombait comme une gifle sèche, et dans la salle, les visages s'immobilisaient. Les codes feutrés de la diplomatie venaient de voler en éclats, puis un demi-pas en avant. Le ton resta ferme, mais le message lui devenait implacable. Monsieur Poutine aime se draper dans les leçons de l'histoire fort bien. Échangeons nos bilans. Il marqua une pause, puis frappa 3 fois net. La France, depuis 20 ans, aucun pays envahi, aucun territoire volé, aucun opposant empoisonné à l'étranger. 3 fois 0, et tout était dit. Chaque mot était une balle tirée avec précision. L'attaque n'était plus voilée, mais chirurgicale. « Parlons maintenant de la Russie de Vladimir Poutine, » déclara Lecornu, le ton durci, le regard fixe. Combien de pays écrasés sous les bottes, combien de frontières redessinées par la force 3 nations soumises. Et pour les opposants, inutile de sortir les chiffres. Je n'ai ni le temps ni le souffle pour tous les nommer. La démonstration était brutale, implacable, et le contraste dévastateur. Il s'interrompit brièvement, puis reprit avec une ironie à peine dissimulée. Mais peut-être que ce qui préoccupe vraiment M. Poutine, ce ne sont pas ses conquêtes, mais les affaires intérieures. La France, par exemple. Un léger sourire glacé fendit le visage de Lecornu. Oui, notre pays traverse une tempête. Mais une tempête démocratique où les citoyens crient leur colère dans les rues sans risquer de disparaître dans une prison. Où la presse peut gifler le pouvoir sans qu'on la fasse taire. Où l'opposition n'a pas à craindre le poison dans son café. Un pays en crise, oui. Mais un pays libre. Lecornu se pencha légèrement en avant comme pour regarder droit dans les yeux un fantôme qu'il voyait à travers l'écran éteint. « Dites-moi, monsieur Poutine, lança-t-il d'un ton mordant, quand avez-vous pour la dernière fois laissé vos concitoyens manifester sans qu'ils finissent plaqués au sol? À quel moment un journaliste russe a-t-il osé critiquer le Kremlin sans disparaître dans un couloir sans fenêtre? Et ce peuple que vous prétendez protéger a-t-il déjà eu la moindre chance de choisir librement ses dirigeants? Chaque interrogation tombait comme un clou dans le cercueil d'un système verrouillé. Vous parlez de stabilité, mais de quoi parlons-nous exactement? D'un pouvoir qui empoisonne à défaut de convaincre, d'une économie dépendante du pétrole comme un drogué de sa dose, ou bien d'un pays où l'espérance de vie des hommes rivalise tristement avec celle des régions les plus pauvres du monde? Et puis vint la question. Celle qu'aucun dirigeant occidental n'avait jamais osé formuler face aux caméras, celle qui allait marquer un tournant. Lecornu planta ses mots comme un glaive, monsieur Poutine. Savez-vous ce qui distingue un chef démocratique d'un tyran? L'un écoute la critique pour s'améliorer, l'autre l'écrase pour survivre. Alors dites-nous franchement dans quel camp êtes-vous vraiment? Un silence de plomb s'abattit. Même les traducteurs d'ordinaire infatigables suspendirent leur murmure.
La pièce retenait son souffle. L'écornu venait en direct devant la planète entière de qualifier Vladimir Poutine de despote. Et cette fois, personne ne détourna les yeux. « Ah mais je n'en ai pas fini !» reprit l'écornu d'un ton aussi posé qu'impitoyable. « Vous agitez des menaces chaque fois que nous osons défendre nos principes ou nos alliés. Mais avez-vous seulement pris le temps de mesurer le prix que vous avez payé pour vos provocations ?» Il sortit calmement une feuille de son dossier, la déplia sans hâte. « Depuis que vous avez lancé votre guerre contre l'Ukraine, votre économie s'est effondrée de 15%. Le rouble s'est évaporé. 300 000 jeunes Russes ont déserté leur propre pays. Et vous, monsieur Poutine, êtes aujourd'hui plus isolé que jamais dans l'arène internationale. » Chaque mot tombait comme un verdict. Vos seuls amis restants. Des dictatures en bout de course, l'Iran démola la Corée du Nord d'un dynaste paranoïaque. Vos oligarques planquent leur fortune chez nous. Vos enfants étudient dans nos écoles. Alors dites-moi franchement, dans ce bras de fer que vous avez provoqué qui sort vraiment gagnant, l'écornu marqua un temps. Pas pour reprendre son souffle, pour laisser ses mots précédents faire le travail. Chaque silence valait un coup de plus. Puis il reprit avec ce calme électrique qui précède les orages. « Vous nous accusez d'attiser le feu, monsieur Poutine. Très bien, alors asseyons-nous une seconde et regardons ce que vous appelez paix. Et moi j'appelle provocation. » Sa voix monta claire, assurée, presque cinglante, intimider des nations souveraines. Utiliser le gaz comme une arme. Saboter des pipelines dans l'ombre. Enlever des enfants à leurs familles. Raser des hôpitaux à coups de missiles. Voilà, monsieur Poutine, ce que signifie véritablement semer la terreur. Il se redressa lentement, les épaules larges, le regard fixe. Et maintenant, puisque vous aimez poser des ultimatums, laissez-moi vous donner la réponse française. La salle était suspendue à ses lèvres. La France restera aux côtés de l'Ukraine, jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et vous savez quoi? Nous allons déployer davantage de troupes à l'Est. Non pas par goût de la guerre, mais parce que vous, monsieur Poutine, nous forcez à choisir entre reculer ou tenir debout. Les sanctions, elles ne vont pas diminuer. Elles vont s'intensifier. Contre votre régime et contre tous ceux qui osent encore lui prêter allégeance, lança l'écornu d'un ton ferme. Il marqua une brève pause, puis décocha un sourire narquois. Et si vous imaginez un seul instant que les tensions sociales en France sont une faiblesse, vous n'avez rien compris. Elles sont le miroir de notre force, la preuve que chez nous, la liberté n'est pas un slogan. C'est une lutte, une flamme vivante. Et nous, monsieur Poutine, nous avons choisi de l'assumer, pas de la bâillonner. Puis, comme un épilogue brutal, il ajouta « Vous voulez connaître la différence fondamentale entre votre Russie et notre France. Chez nous, quand les citoyens descendent dans la rue, on les écoute. Chez vous, on les enferme. Chez nous, un dirigeant qui échoue part. Chez vous, il trafique les lois pour rester. Voilà, monsieur Poutine, toute la distance qui sépare une démocratie d'un pouvoir obsédé par sa propre survie. » Puis l'écornu lâcha la flèche empoisonnée, le genre de phrase qui retourne une salle. « Dites-moi, monsieur Poutine, vous avez déjà rédigé le prochain amendement de la Constitution russe, ou vous attendez encore un peu avant de vous couronner président à perpétuité, à moins que miracle vous laissiez enfin votre peuple décider de son avenir sans surveillance. » Une onde de stupeur traversa la pièce. Le Premier ministre français venait non seulement de démonter point par point les menaces de Moscou, mais il venait surtout de décocher une attaque sans précédent sur la légitimité même de Vladimir Poutine. Pas sur ses armes, pas sur ses frontières, mais sur son trône. C'était une secousse géopolitique de magnitude historique. Chers collègues européens, lança l'écornu en balayant la salle du regard, nous sommes à un carrefour. Soit nous restons tétanisés face aux gesticulations de M. Poutine, en laissant notre continent se faire grignoter morceau par morceau, soit nous nous souvenons que l'Europe, c'est 450 millions de citoyens libres, une puissance économique 10 fois supérieure à celle de la Russie, et des principes qui ont survécu à des empires entiers. Il fit une dernière pause, les yeux rivés à l'objectif qui transmettait encore l'image vers Moscou. « Monsieur Poutine, votre crépuscule est inévitable. Pas parce que nous le voulons, mais parce que l'histoire finit toujours par balayer les tyrans. Les régimes autoritaires s'écroulent non sous les bombes, mais sous le poids de leurs propres illusions.
Il ne vous reste qu'un choix, partir avec panache ou sombrer dans le désordre. Lecornu se rassit lentement. La salle resta figée comme suspendue dans le temps. Puis un frisson traversa les rangs. Un à un, sans mots, dirent tous les chefs d'État se levèrent. Applaudissements. Scholz, Meloni, Sanchez. Pas un seul ne resta assis. Jamais auparavant, les 27 dirigeants de l'Union européenne n'avaient uni leurs applaudissements pour saluer un homme qui venait de défier frontalement Vladimir Poutine. Et ce qui suivit dans l'heure fut digne d'un scénario de thriller. En Russie, la retransmission fut interrompue net, comme si quelqu'un avait arraché la prise. Les chaînes d'État en panique s'empressèrent de déformer l'événement, le réduisant à une énième provocation impérialiste. Mais sur les réseaux sociaux russes, c'était un tout autre son de cloche. Une onde de choc virale et incontrôlable. Enfin, un occidental qui ose dire ses 4 vérités au tsar du Kremlin commentait un moscovite. Ce Français-là a plus de cran que toute l'opposition russe réunie, postait une étudiante de Saint-Pétersbourg. Un silence étouffé dans les médias. Mais sur Internet, une clameur naissante. Au cœur du Kremlin, c'était l'agitation des grands soirs, mais sans champagne. Poutine fulminait hors de lui. Des diplomates bien informés rapportèrent que le tsar moderne avait convoqué en hâte son aréopage de fidèles pour une réunion de crise où les murs du palais présidentiel résonnaient de ses cris rageurs. Il exigeait des représailles immédiates contre l'affront tricolore parlant d'humiliation insupportable. Mais cette fois, quelque chose clochait. Autour de la table, les visages étaient moins fermés qu'à l'accoutumée et les silences plus pesants. L'un des généraux, un vétéran d'habitude muet comme une tombe, brisa enfin le tabou Vladimir Vladimirovitch. Et si pour une fois on évitait de grimper encore d'un cran, cette histoire commence à nous ridiculiser aux yeux de l'Europe. Le doute venait de franchir la porte blindée du Kremlin. Le retournement fut fulgurant. Moins de 24 heures après le discours choc de Lecornu, ceux qui la veille encore fustigeaient la France pour ses tensions internes changeaient radicalement de ton. À Paris, les téléphones ne cessaient de sonner. Berne appelait pour initier un front diplomatique coordonné. Rome enthousiaste proposait un partenariat stratégique pour contrer Moscou. Même Londres, pourtant en froid post-Brexit, tendait la main à cette France qui avait osé ce que d'autres redoutaient, défier le Kremlin sans trembler. Mais c'est dans les rues françaises que l'effet se fit sentir le plus brutalement. Les blocages cessèrent net. Les pancartes furent remisées. Ceux qui la veille réclamaient la tête de Lecornu se mettaient à y hausser le ton. Mais cette fois, pour l'applaudir, enfin un Premier ministre qui a du cran face à Poutine, lançait-on en terrasse à Montparnasse. Il a parlé comme aucun président ne l'avait fait depuis De Gaulle, entendait-on à Marseille. Les éditorialistes durent avaler leur chapeau. Le Figaro osait le cornu rend à la France sa colonne vertébrale. Libération titrait « Quand la tempête révèle les vrais capitaines ». Et même l'humanité d'ordinaire méfiant saluait un homme debout face à la tyrannie. C'est dans l'arène la plus imprévisible du pays que l'impact fut le plus saisissant l'Assemblée nationale. Alors que les députés affûtaient leur discours pour faire tomber Lecornu, via une motion de censure, tout s'arrêta net. Même Marine Le Pen, habituellement prompte à dégainer, changea de ton. On ne poignarde pas un homme qui vient de relever le drapeau français à la face du monde. Jean-Luc Mélenchon, à l'opposé du spectre politique, renchérit presque admiratif. Enfin un Premier ministre qui ne rampe pas devant l'autoritarisme. Ce moment suspendu quasi irréel marqua la naissance d'un consensus improbable. Une trêve nationale. Lecornu du jour au lendemain se retrouvait avec une autorité que la Ve République n'avait plus connue depuis un certain Charles de Gaulle. Les sondages, eux, parlèrent plus fort que tous les discours en quelques heures. Il passa de 25 à 74% d'opinion favorable. Ce n'était plus seulement une embellie politique, c'était une renaissance. Une France qui, après avoir douté d'elle-même, se redressait dans un éclair de fierté retrouvée. Les jours qui suivirent furent ceux d'un barou d'honneur mal calibré. Le Kremlin piqué au vif tenta tout assaut numérique. Sur les réseaux français, vagues de fake news pilotées depuis Saint-Pétersbourg menacent sur les contrats énergétiques. Mais rien n'enrayait la dynamique enclenchée.
Le cornu n'avait pas seulement répondu à Poutine, il avait frappé là où ça fait mal à la source même de son pouvoir, son image d'intouchable. Pour la première fois depuis qu'il s'était hissé au sommet de l'État, Vladimir Poutine n'apparaissait plus en stratège glacé mais en autocrate déstabilisé, moqué à l'international. Et cette fissure visible depuis Bruxelles s'élargissait jusque dans les rues de Moscou. Le 15 septembre, 10 jours après le choc européen, un événement improbable secoua la capitale russe, une manifestation aussi discrète que symbolique en faveur de la France. Une poignée de jeunes visages découverts défièrent les menaces policières pour scander dans un souffle d'espoir « Merci à la France, Poutine, il est temps de partir ». La répression fut immédiate, brutale, sans nuance. La police russe chargea, embarqua, matraqua. Mais il était trop tard. Les vidéos de la manifestation diffusées en boucle sur les réseaux avaient déjà traversé les continents. Le cornu n'était plus simplement un chef de gouvernement, il était devenu malgré lui l'icône inattendue d'une jeunesse russe étouffée. Au Kremlin, cet éclat inattendu déclencha un séisme. Selon des sources diplomatiques européennes, Poutine sombra dans un accès de paranoïa rarement vu. Il vira des proches, congédia des généraux, rebrassa tout son appareil sécuritaire. L'homme qui, pendant un quart de siècle, avait fait trembler l'Europe, découvrait le goût amer de l'insécurité. Le prédateur était devenu la proie. 30 jours après le coup d'éclat de Bruxelles, les plaques tectoniques de la géopolitique mondiale avaient déjà bougé. Boosté par la posture inédite de la France, l'OTAN muscla sans délai son déploiement à l'Est. À Strasbourg, le Parlement européen adopta une vague de sanctions contre Moscou avec une unanimité presque surréaliste. Même l'Afrique, longtemps courtisée par le Kremlin, commençait discrètement à prendre ses distances. Mais le véritable bouleversement était ailleurs, l'audace française devenait un catalyseur. À Kiev, Zelensky ponctuait désormais ses discours de clin d'œil à l'esprit de Bruxelles. Varsovie célébrait la bravoure tricolore comme un modèle. Jusqu'en Asie, on murmurait le nom de « Le Cornu » à Tokyo, et Séoul des voix s'élevait pour prôner sa stratégie face à Pékin et Pyongyang. Ce n'était plus un discours, c'était une doctrine. Il y a peu encore, il dictait le tempo aux chancelleries du continent. Mais en ce début novembre 2025, Vladimir Poutine n'était plus que l'ombre d'un stratège. Seul au sommet, encerclé de partenaires embarrassants, l'Iran des mollahs, la Corée du Nord d'un autre siècle et la Biélorussie d'un Loukachenko de plus en plus fébrile, le maître du Kremlin voyait son cercle de fidèles se fissurer. Même Minsk, selon les renseignements occidentaux, commençait à douter du parrain russe. Celui qui hier encore faisait trembler l'Europe se retrouvait désormais face à une vérité nue, l'aura s'estompe vite quand le costume d'empereur se déchire. Et puis le 1er novembre, 2 mois jour pour jour après avoir été giflé diplomatiquement par le cornu, il commit l'irréparable. À la télévision russe, le visage tendu, il désigna publiquement le Premier ministre français comme un ennemi de la Russie et promit d'un ton glacial que les provocateurs français paieraient pour leur arrogance. L'aveu d'impuissance était total. Poutine pensait frapper fort. Il ne fit qu'unir ses adversaires. Au lieu d'encercler la France, sa menace provoqua un resserrement historique des rangs européens. En quelques heures, Bruxelles, Berlin, Rome, Madrid, même Budapest parlèrent d'une seule voix. L'Union européenne, pour la première fois, sortit l'artillerie lourde. Non seulement elle adopta un paquet de sanctions d'une sévérité jamais vue, mais elle s'en prit directement à Poutine, lui-même compte geler villas confisquées, accès interdit à tout le territoire européen. Côté militaire, l'OTAN ne resta pas en retrait. Pour la première fois de son histoire, l'article 5 fut activé préventivement. Une ligne rouge symbolique franchie par Moscou, un signal d'alerte entendu à Washington comme à Tallinn. Mais la secousse la plus inattendue ne vint ni de Bruxelles ni de Washington. Elle jaillit du cœur même du pouvoir russe. Le 15 novembre, comme un coup de tonnerre dans le ciel plombé du Kremlin, une lettre ouverte signée par plusieurs oligarques majeurs fut publiée. Leur message : l'isolement de la Russie atteint un point critique. Il est temps de renouer un dialogue avec l'Occident. Jamais en plus de 2 décennies de règne autoritaire, les magnates de l'économie n'avaient osé une telle prise de parole. Et pour Poutine, ce fut un signal clair, les fondations de son pouvoir longtemps inébranlables commençaient à se fissurer.
La lettre ouverte fit l'effet d'un pavé dans le marécage du Kremlin. En quelques heures, Poutine lança une purge féroce, tête tombée chez les ministres oligarques, menottés, organigrammes renversés. Mais cette démonstration d'autorité ne fit que souligner son isolement grandissant. L'homme qui régnait par la terreur comprenait soudain une chose cruelle quand la peur cesse d'opprimer et commence à refluer vers celui qui l'inspire. Elle devient un venin qui ronge de l'intérieur. 3 mois après avoir croisé le fer avec le cornu Vladimir Poutine, n'était plus que l'ombre de lui-même. Les clichés diffusés par les médias russes montraient un visage amaigri, fatigué, presque effacé. Les apparitions publiques devenaient aussi rares qu'embarrassantes. Quant à ses discours jadis martelés avec autorité, ils résonnaient désormais comme les derniers échos d'un pouvoir à bout de souffle. Et c'est dans cette atmosphère crépusculaire qu'eut lieu le coup de grâce diplomatique. Le 20 décembre 2025, à Astana, Poutine tenta de rallumer la flamme d'un leadership en cendres lors du sommet de l'OTSC. Visage fermé ton martial, il dénonça avec véhémence les provocations françaises et l'insolence de l'Occident, comptant sur un écho docile de ses partenaires kazakhs, arméniens et biélorusses. Mais le scénario dérailla. Dans un silence de plomb, Nikol Pachinian, Premier ministre d'Arménie, se leva et lâcha droit dans les yeux du maître du Kremlin. Vladimir Vladimirovitch, sans vouloir vous manquer, peut-être est-il temps d'écouter ce que dit ce Français. Il n'a pas forcément tort. Stupeur dans la salle. L'impensable venait de se produire. Un membre de l'Alliance, en pleine session officielle, venait de remettre en question le narratif du tsar de Moscou. Et devant les caméras. Et soudain, ce fut la débandade. Le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev prit la parole avec un calme glacial. Si la Russie s'enfonce dans l'isolement, elle nous entraîne avec elle. Il est peut-être temps de redéfinir notre cap. Ce fut l'étincelle. L'un après l'autre, les partenaires historiques de Moscou naguère dociles prirent leur distance. Le malaise devint palpable, et dans un geste qui tranchait avec son image de stratège imperturbable, Vladimir Poutine quitta la salle avant la fin. Son visage fermé, sa démarche pressée furent capturés par toutes les caméras. Le monde entier vit l'homme fort du Kremlin battre en retraite devant ses propres alliés. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, le cornu récoltait les fruits d'un pari fou. Le dernier soir de l'année, devant une nation suspendue à ses mots, il livra un discours qui résonna comme une renaissance. Françaises, Français, en septembre, notre pays vacillait. Aujourd'hui, il mène l'Europe. Il marqua une pause, puis poursuivit avec l'assurance d'un chef transfiguré. Hier, on nous méprisait. Aujourd'hui, on nous écoute. Hier, on nous menaçait. Aujourd'hui, on nous craint. Et il conclut le regard droit dans la caméra. Devant l'arrogance d'un autocrate, j'ai simplement rappelé ceci, la France ne plie jamais. Il a suffi de 6 minutes pour que le monde s'en souvienne. Et semble-t-il au Kremlin, certains commencent à le comprendre. 2026 s'ouvrit comme une page arrachée à l'histoire. La Russie, hier encore centre de gravité de la peur, n'était plus qu'une ombre solitaire sur l'échiquier mondial. L'Europe, portée par une France redressée et fière, avançait enfin d'un même pas. Et dans les ruelles enneigées de Moscou, malgré les arrestations, certains jeunes osaient encore murmurer « Merci à Le Cornu, merci la France ». Puis le 15 mars, pile 6 mois après l'électrochoc de Bruxelles, l'improbable devint réel depuis les murs humides de sa cellule. Alexeï Navalny fit passer un message. Il fut lu à voix basse lors d'un rassemblement clandestin à Saint-Pétersbourg. Ce Français nous a montré qu'on peut tenir tête à Poutine sans trembler. Il nous a redonné l'audace de croire. Il nous a rappelé que les despotes tombent non parce qu'ils faiblissent, mais parce qu'un jour, on cesse de les croire invincibles. Ces mots, comme un feu sous la glace, circulèrent à travers tout le pays, bravant les filtres et les menaces. Pour la première fois, Vladimir Poutine perdait bien plus qu'un débat, il perdait le regard de son propre peuple. Celui qui avait fait trembler un continent durant un quart de siècle découvrait amer que l'arme la plus puissante contre la peur, c'est la vérité. Et c'est un 9 mai 2026 que la sentence tomba, le jour sacré de la victoire en Russie. Habituellement, cette date était l'apogée de la mise en scène poutinienne, chars, missiles, uniformes, repassés et discours martiaux sur fond de place rouge. Mais cette fois-ci, le décor s'effritait.
Aucun chef d'État étranger n'avait répondu à l'invitation. Pas même les éternels fidèles du Kremlin. Moscou sonnait creux. À 1000 kilomètres de là, Paris vibrait. Le cornu imperturbable inaugurait une commémoration solennelle dédiée aux victimes du totalitarisme, flanquée de tous les leaders européens et d'opposants russes en exil. D'un côté, un autocrate esselé figé dans un passé fantasmé. De l'autre, un chef d'État vivant debout, bras ouverts vers l'avenir. Les images capturèrent cette fracture à Moscou. Poutine, planté seul sur sa tribune, les tribunes clairsemées comme des aveux. À Paris, une foule galvanisée criait « Svoboda dla Rossi, liberté pour la Russie ». Le rideau était tombé et le monde entier avait choisi le bon théâtre. L'été 2026 confirma, s'il le fallait encore, que le vent avait tourné. À l'occasion du sommet du G7 au Canada, le cornu fut accueilli non comme un simple chef de gouvernement, mais comme une figure mythique. Biden, la main sur le cœur, parla d'un phare moral pour les démocraties. Trudeau salua un cran rare à notre époque. Même le Japon, d'ordinaire discret, vit dans la posture française un modèle face à Pékin. Et pendant que l'Europe acclamait son héros, le Kremlin, lui se retrouvait à parler tout seul. Poutine, persona non grata sur toutes les scènes internationales, voyait ses derniers camarades d'infortune prendre la tangente. L'ayatollah Khamenei annula son voyage à Moscou sans explication. Kim Jong-un préféra le silence à la solidarité. L'isolement de la Russie ne faisait plus débat, il était total, glacé et sans retour. Puis vint août. Un an après le duel de Bruxelles, la boucle fut bouclée à Paris lors d'un événement à haute portée symbolique. Pour la première fois depuis les soubresauts de 1917 des Russes, se réunissaient librement en France pour parler avenir, démocratie, renaissance. Le congrès de la Russie libre ouvrait ses portes dans la capitale et le cornu-maître de cérémonie lança la rencontre par un discours vibrant. « Mesdames, messieurs, héritiers de Tolstoï, enfants de Pouchkine, âmes de Solzhenitsyn, la France vous ouvre ses bras comme elle l'a toujours fait, avec ceux qui luttent pour la vérité. Votre oppresseur croit que la peur est éternelle. Il se trompe. Une ovation, une promesse, et surtout une étincelle de liberté qu'aucune dictature ne pouvait plus éteindre. L'histoire n'a jamais fait de cadeau aux despotes. Leur chute est une certitude seule, la date reste à deviner. Cette vérité pourtant si ancienne perça les murs du Kremlin malgré le brouillard de la censure. Sur les réseaux russes, même sous la menace des arrestations, circulaient des extraits enflammés du discours de Le Cornu. Pour une foule silencieuse mais attentive, ce Premier ministre français devenait peu à peu le visage inattendu de l'espérance. L'automne venu, les fondations du Kremlin commencèrent à trembler. Septembre 2026 vit éclore une vague de soulèvements simultanément dans 20 métropoles russes, mais cette fois ce n'était plus pour réclamer du pain ou du chauffage, c'était le régime lui-même qu'on voulait voir tomber. Et comme un clin d'œil à cette nouvelle ère, une banderole immense flottait au-dessus de la foule écrite en français « Merci le corps nu, vive la France libre ». La matraque s'abattit avec rage mais sans effet. Au lieu d'étouffer la révolte, les images de cette brutalité policière relayées en boucle sur les réseaux sociaux ne firent qu'attiser l'incendie. Celui qui croyait pouvoir régner en verrouillant les canaux d'information se heurta à une évidence. À l'ère numérique, la vérité trouve toujours une brèche. Pour la première fois, le maître du Kremlin semblait courir derrière les événements. Le 5 octobre 2026, soit pile 13 mois après son humiliation, face à le cornu Poutine, franchit la ligne rouge, en direct à la télévision. Dans un moment d'égarement surréaliste, il traita les manifestants de marionnettes françaises et accusa le cornu d'orchestrer une révolution colorée sur le sol russe. Cette sortie hallucinée acheva de décrédibiliser ce qu'il restait de son autorité. Le monde entier éclata de rire et cette fois même en Russie, personne ne put faire semblant d'y croire. Face à l'accusation grotesque de Moscou, le cornu répliqua sans hausser le ton, mais avec une précision chirurgicale. Depuis la salle de presse de Matignon, il déclara d'un air presque amusé « Monsieur Poutine m'accorde une importance qui dépasse mes mérites. Je ne fais qu'une chose, décrire honnêtement ce qu'est son pouvoir. Si cette simple description suffit à ébranler son trône, c'est peut-être que celui-ci n'était qu'un château de sable. »
Cette déclaration reprise dans toutes les capitales acheva d'écorcher ce qu'il restait d'aura au tsar de Moscou. À 39 ans, un premier ministre français venait de réduire à néant la façade d'invincibilité d'un homme qui régnait par la peur depuis 25 ans. Le renversement du rapport de force ne faisait plus de doute. Novembre 2026 signa l'amorce de l'effondrement. Le ver était dans le fruit. Les oligarques, flairant le vent tourné, expatrièrent leurs fortunes et eux-mêmes. Dans les couloirs du pouvoir, des généraux demandaient à être affectés loin du Kremlin. Au sommet de l'État, certains ministres faisaient discrètement passer des signaux à l'ouest. L'après-Poutine devait se préparer. La forteresse craquait de partout et chacun cherchait déjà la sortie de secours. Ce fut un clin d'œil brutal du destin. Alors qu'on commémorait en Russie le soulèvement bolchevique, c'est une autre révolution pacifique cette fois qui éclata. Non pas à l'appel d'un parti ou d'un drapeau rouge, mais inspiré par les paroles d'un homme venu de Paris. Les slogans étaient démocratiques, les esprits galvanisés et à la surprise générale, c'est une idée française qui rallumait l'étincelle dans les rues russes. Le Cornu n'avait pas lancé une révolution, mais il en était devenu le catalyseur. Décembre 2026 consacra l'improbable, celui que beaucoup prenaient pour un technocrate provincial 15 mois plus tôt, était désormais la figure la plus admirée du globe. Le Cornu, devenu icône, fut élu homme de l'année par Time pour la seconde fois d'affilée du jamais vu depuis Mandela. Et comme si cela ne suffisait pas, le comité Nobel le gratifia du prix de la paix, saluant celui qui avait prouvé qu'un mot bien placé pouvait fissurer un empire. L'Europe l'applaudissait, le monde le regardait. Et les dictateurs, eux, commençaient à trembler. À Oslo, face à une salle suspendue à ces mots, Le Cornu prononça une phrase qui allait entrer dans les manuels d'histoire. « Ce jour-là, en septembre 2025, je croyais simplement protéger un allié menacé. Je n'imaginais pas que quelques minutes d'audace suffiraient à fissurer une dictature vieille d'un quart de siècle. Ce Nobel, je l'offre à toutes celles et ceux de Moscou à Téhéran, de Pékin, à Minsk qui osent défier le silence et tenir tête à la peur. » Le ton n'était pas à la vantardise, mais à l'hommage. Et dans la salle, beaucoup comprirent qu'il ne parlait pas d'un prix, mais d'un combat universel. Pendant ce temps, à plusieurs milliers de kilomètres, le Kremlin n'était plus qu'un mausolée de solitude. Pour la première fois depuis le siècle dernier, aucun chef d'État, pas même un dictateur ami, n'adressa le moindre vœu à Vladimir Poutine. Assis dans son bunker, l'homme qui rêvait d'un nouveau tsarat réalisait enfin ce que signifie être seul. L'hiver moscovite n'avait jamais semblé aussi glacial. Le 31 décembre 2026, face aux caméras du monde entier, Le Cornu prit la parole depuis l'Élysée. 15 mois plus tôt, nul n'aurait parié sur ce retournement. Et pourtant, il le déclara le regard ferme. « Française. Français, souvenez-vous, il y a 1 an et demi, notre pays doutait, l'Europe vacillait, et les despotes imposaient le silence. Aujourd'hui, c'est nous qui portons la voix de la liberté, et ce sont eux qui craignent nos maux. » Puis, comme pour signer son héritage politique d'une formule aussi brève qu'incendiaire, face à la menace, une seule posture est acceptable, soutenir le regard de la tyrannie, et lui répondre que l'histoire ne lui appartiendra pas. Il n'aura fallu que 6 minutes pour renverser la peur. Depuis, le monde ne respire plus pareil. L'année 2027 débuta dans un monde méconnaissable. Vladimir Poutine, autrefois architecte de la peur et tsar du Kremlin, n'était plus qu'une silhouette fanée, recluse, rattrapée par l'écho d'une phrase qu'il n'avait pas su oublier. Car l'histoire retiendra ceci, un homme en costard sombre et voix calme avait osé défier le monstre. Et dans cette confrontation historique, ce n'est pas la force brute qui avait gagné, mais 6 minutes de vérité. Et Sébastien Le Cornu, désormais figure emblématique d'un continent réconcilié avec son courage, avait fait basculer l'histoire. Non par les armes, mais par les mots. « Monsieur Poutine, votre règne touche à sa fin. » Ce n'était plus un avertissement, c'était un fait. Et désormais, c'est en français que le monde écrivait ses nouvelles pages.